Appel à une manifestation contre l'éventuelle révision de la Constitution jugée menaçante par une quinzaine de partis politiques. Dans une lettre adressée au VPAN de l'Intérieur ce jeudi 19 décembre, ces partis demandent un encadrement légal lors de leur manifestation. Dans une lettre signée et publiée ce jeudi 19 décembre, les coordinations provinciales, territoriales et urbaines de la société civile du Nord Kivu appellent la communauté internationale à imposer les sanctions ciblées contre le Rwanda. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux en train de nous suivre, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition sur la chaîne du repos. Parlons actualité du jour. Les coordinations provinciales, territoriales et urbaines de la société civile du Nord Kivu appellent la communauté internationale à imposer de sanctions ciblées contre les responsables de l'ingérence du Rwanda qualifiée de la violation manifeste de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Ils ont annoncé cet appel dans une déclaration signée et publiée ce jeudi 19 décembre 2024. On fait le point avec Emeline Beni-Cambidio. La société civile du Nord Kivu s'indigne face à des nouvelles preuves irréfutables de l'implication directe du Rwanda dans la guerre à l'est de la RDC. Dans une déclaration, cette structure s'est basée sur 3 faits établis, à savoir l'annulation du sommet de Luanda par le président du Rwanda prévu le 15 décembre 2024, sommet qui visait à renforcer les efforts diplomatiques en vue d'un cessez-le-feu durable et d'une paix régionale. En 2, une photographie rendue publique par Willy Ngoma lui-même, porte-parole du M23, confirmant la présence à Matembe d'un membre des forces spéciales rwandaises équipé d'un fusil d'assaut CZ Bren 2. Cette arme est caractéristique de forces spéciales rwandaises observées notamment lors des opérations officielles au Mozambique et dans d'autres contextes impliquant cette unité militaire. Ces actes constituent de violations de normes internationales telles que repris dans la dite déclaration. Une violation du principe de non-ingérence tel qu'inscrit dans l'article 2 de la Charte des Nations Unies, interdisant le recours à la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un État. Une violation de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et un non-respect des mécanismes régionaux de Luanda et Nairobi. Face à ces actes indignes, la société civile tire la sonnette d'alarme à l'intention de la communauté internationale. Il est demandé à la communauté internationale d'imposer des sanctions ciblées contre les responsables de cette ingérence et à exiger le retrait immédiat des RDF opérant illégalement sur le sol congolais. Les organisations régionales et internationales devront renforcer les mécanismes de suivi et de vérification en déployant des observateurs indépendants pour garantir la cessation des hostilités et prévenir des nouvelles agressions. Fin de citation. Une quinzaine des partis politiques de l'opposition appellent à manifester contre l'éventuelle révision de la Constitution jugée menaçante pour la démocratie et la cohésion nationale. Ces partis demandent dans une lettre adressée au VPAN de l'Intérieur ce jeudi 19 décembre 2024 l'encadrement légal de leur manifestation. Il s'agit de l'Alliance pour l'alternance et le progrès, Ensemble pour la République, le leadership et gouvernance pour le développement, l'engagement pour la citoyenneté et le développement, ECID et tant d'autres. La Commission électorale nationale indépendante a publié le mercredi 18 décembre 2024 les résultats provisoires des élections législatives nationales et provinciales à Massi-Manimba et Kayoma. Didier Mazinga, Jean Kamisendu, Kinkeng Mulumba, Donald Sindani ont été élus députés nationaux de la circonscription à la circonscription électorale de Massi-Manimba. Suivez les propos de Denis Kadima, président de la centrale électorale. Nico Kassonda. Ces résultats marquent l'aboutissement d'un processus que nous avons voulu inclusif, crédible, conforme à la loi et aux bonnes pratiques électorales internationales. En même temps, ces scrutins sont une amélioration de quelques faiblesses et insuffisances enregistrées lors des élections précédentes. Ces élections sont également le fruit des efforts conjoints de toutes les parties prenantes. À l'électorat de Massi-Manimba et de Yakoma, nous exprimons notre gratitude pour leur engagement civique exemplaire. Aux partis politiques, nous saluons l'attitude généralement responsable adoptée tout au long de la campagne électorale et lors des scrutins. Votre contribution est essentielle à l'édification d'une culture démocratique qui repose sur l'acceptation aussi bien de la victoire que de la défaite.
à la police nationale et aux agents de la territoriale, nous les remercions pour leur rôle dans la sécurisation du processus. Animé par sa vision d'être une CENI de standard mondial, favorisant une culture démocratique pérenne en République démocratique du Congo, la CENI a déployé tous les moyens à sa disposition pour garantir la transparence de ce processus électoral. Pour la circonscription de Massi-Manimba, le taux de participation est de 37,81%. Le nombre d'élus attendus est de 442 383. Le nombre de votants est de 167 282. Pour la députation nationale, le nombre de suffrages valablement exprimés est de 167 035. Le nombre de bulletins blancs est de 247. Le quotient électoral est de 33 407. Pour la députation provinciale, le nombre de suffrages valablement exprimés, nous sommes toujours à Massi-Manimba, est de 166 974. Le nombre de bulletins blancs est de 308 et le quotient électoral est de 20 871,75. Quant à la circonscription de Yakoma, le taux de participation est de 54,41%. Le nombre d'élus attendus est de 200 247 et le nombre de votants est de 108 961. Dans un autre chapitre, le ministre d'État à la Justice a rétabli le terrain spolié du ministère des Affaires sociales situé au quartier Funa dans la commune de Kalamon. Très émue, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité, Nathalie Aziza Mounana, a qualifié cette action d'un véritable acte de justice en faveur de plus vulnérables. Nico Kassandassine, ce reportage. Ce site, situé au quartier Funa, dans la commune de Kalamou, avait été illégalement occupé pendant plusieurs années. Grâce à l'intervention du ministère de la Justice, il a été remis à sa propriétaire légitime, à savoir l'État congolais, pour les activités humanitaires du ministère des Affaires sociales, en présence de la ministre en charge des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité, Nathalie Aziza Mounana. Très émue, cette dernière a salué le travail abattu par le ministre d'État Constant Moutamba. Il était temps que je fasse appel au MINETA pour qu'il puisse intervenir pour nous remettre dans nos droits. Je crois que maintenant, tout ce que je peux dire, c'est le remercier de son intelligence, de son abnégation, dévouement et la détermination pour remettre l'ordre dans tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a connu dans les temps passés. Mais aujourd'hui, je suis très content. Et je suis très fier de MINETA parce que maintenant, là, je suis dans mes droits. De son côté, Maître Constant Moutamba a affirmé la détermination à suivre à la lettre les directives du président de la République en matière de lutte contre la corruption et la spoliation des biens publics. Il était donc question pour nous aujourd'hui de retourner le ministère des Affaires sociales dans ses droits. Réinstaller, nous rassurer, nous assurer de sa réinstallation dans cette concession qui appartient plutôt au ministère des Affaires sociales, mais que certains compatriotes, un groupe d'individus, s'est amusé à s'accaparer illégalement mais aussi injustement. Il faut noter que cette restitution du terrain du ministère des Affaires sociales constitue un pas significatif dans la lutte contre la spoliation des biens de l'État. Le cabinet du ministre d'État à la Justice et Garde des Sceaux a été la scène des manifestations des vendeurs du marché Mitraille de Njili le mercredi 18 décembre 2024. Ce dernier était venu réclamer leur site. Selon ce manifestant, le bourgmestre de Njili les a déguerpis illégalement du site qu'ils occupent depuis 30 à 40 ans. Regardez. Les tambours, fanfares et cris des vendeurs du marché Mitraille de Njili ont animé la matinée, traduisant leur mécontentement face à ce qu'ils qualifient de déguerpissement abusif. Ils réclament donc au patron de la justice leur réintégration après plus de 30 ans à 40 ans d'occupation du site. Selon les manifestants, cette expulsion a été menée sans base légale par le bourgmestre de Njili, causant de pertes humaines et économiques considérables dont 2 décès ont été signalés. Merci son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice et Garde des Sceaux.
Excellence, Monsieur le Ministre, nous sommes des vendeurs du marché Mitraille. Nous sommes venus vous informer que notre lieu de travail nous a été confisqué par le bourgmestre de la commune d'Indjili. Après avoir écouté attentivement leurs doléances, le ministre de la Justice a promis de s'impliquer personnellement pour rétablir leurs droits. Ça là, il y a pour étudier la situation de la ville de Gataï depuis lundi. En principe, Naoyamba, au bourgmestre Navino Yandjili, le Ngamo Européen a aussi le déplacement pour rétablir le droit na banque. La première qui vient était pour trouver solution à problème na bino. Pour être tata mokonzi mboka a repris condimate des milliers de familles, plus de 6500 personnes. Tata mokonzi mboka Fachi Béton a repris condimate wana a nommé biso pour régler justement le problème de la justice. Il faut dire que ce déguerpissement, qualifié par certains observateurs de brutal, soulève des questions sur le respect des droits des petits commerçants et la gestion des espaces publics dans la capitale congolaise. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani, a officiellement lancé les travaux de réhabilitation du centre de formation de la police à Kapalata, dans la province de la Chopo, ville de Kisangani. Lors de la cérémonie, le patron de la sécurité congolaise a remis un chèque de 450 000 $, un financement du gouvernement congolais pour l'exécution rapide des travaux. Suivez. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani, vient de matérialiser sa promesse tenue au mois d'août dernier dans le cadre de sa mission d'itinérance où il a fait l'état des lieux de l'école de recrutement et de formation Kapalata. 5 mois après, le patron de la sécurité de la territoriale vient de lancer les travaux de réhabilitation de cette école, un des plus grands centres de formation de la police de la RDC, travaux financés par le gouvernement de la République. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, vous qui avez la première responsabilité de la gestion de notre police, vous allez devoir suivre de près ces travaux pour que dans un délai de 60 jours, elles soient mises à la disposition de la direction des écoles de police nationale congolaise. Aux responsables de ces centres de saluer l'implication du VPM de l'Intérieur. Nous assistons avec satisfaction de voir la matérialisation des promesses faites en ce même lieu par vous et qui cadrent bien sûr la vision du chef de l'État. L'école de police de Kapalata qui va bientôt être réhabilitée dispose d'une capacité d'accueil de plus ou moins 2000 hommes, 2000 élèves policiers. Pour lier l'utile à l'agréable, le VPM Chabani a remis officiellement, à titre symbolique, un chèque de près de 450 000 $ américains pour l'exécution très rapide des travaux de réhabilitation. La sucrerie du Kivu vient d'obtenir un financement et pourra désormais relancer ses activités après plus de 26 ans d'interruption. Ce financement intervient grâce aux efforts du gouvernement congolais et avec l'appui de la promotion de l'industrie. On fait le point avec Bénédicte Kokemonumbi. C'est dans le cadre de la vision du chef de l'État, des efforts du gouvernement souminois et du leadership du ministre de l'Industrie et Développement de petites et moyennes entreprises que la sucrerie du Kivu, ex-sucrerie de Kiliba, a été relancée au moyen d'un financement par crédit de 3 millions de dollars et deux subventions de 1 650 000 $ et une somme de 1 235 313 $ pouvant servir à l'amélioration de l'outil de production
production. La sucrerie du Kivu vient déjà de produire ses premiers sacs de sucre, relançant ainsi des emplois stables et fixes. Grâce aux interventions du ministre de l'Industrie, cette sucrerie peut désormais voler de ses propres ailes. Il faut rappeler que cette sucrerie a été fermée durant 26 ans pour reprendre partiellement en 2021 avant de réchuter et d'être relancée à nouveau cette année, offrant des emplois à plus de 1400 agents qui étaient hier au chômage. L'objectif actuel de cette sucrerie du Kivu est d'atteindre 2500 emplois pendant la période effective en faveur de la jeunesse du Sud Kivu. Le ministre de la Communication et des Médias a reçu en audience le secrétaire général à la Communication et Médias. Les échanges entre Patrick Muyaya et Cléophas Malaba Muyanga étaient centrés sur le document du cadre organique qui devra désormais régir ce secteur. C'était le mercredi 18 décembre 2024 dans son cabinet de travail. Suivez. Les échanges entre le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, et le secrétaire général à la Communication et Médias, Cléophas, étaient centrés sur le document relatif au cadre organique qui devra désormais régir ce secteur. Comme il est de coutume de dresser le bilan en fin d'année, le secrétaire général Cléophas Yves Malaba estime que le bilan est positif. Nous nous sommes retirés à Mazangongo pour une retraite afin de réfléchir sur notre nouveau cadre organique qui va régir notre administration le reste de jours. Et à la suite de ces travaux, nous avons produit un document et c'est ces documents que je suis venu présenter officiellement au ministre. Non, c'est juste une organisation qui comprend les structures, les différentes structures qui doivent exister dans notre administration, l'effectif du personnel, en province comme dans les territoires. Et en tout cas, ça nous permet de bien gérer le personnel. Depuis désormais, on saura quel effectif nous devons avoir dans telle province, telle autre province, au niveau central, ainsi de suite. Je crois que l'essentiel, c'était comment nous administrer nous-mêmes au sein de notre administration, de la communication. Notre secteur a été beaucoup productif, il faut le dire. D'abord au niveau du cabinet, vous avez vu les déploiements, les efforts que le ministre a menés. Et à notre niveau, nous avons mené des travaux sur le plan administratif qui nous encouragent. Voilà ce que je peux dire en ce moment, où à ma deuxième année depuis que je suis là. Je crois que le bilan est positif. La modernisation et l'optimisation des services publics sont des objectifs poursuivis par ces assises qui ont permis aux participants de jeter de base pour une administration forte et innovante dans le secteur de la communication et médias. En santé, le défi rencontré dans la mise en œuvre du projet de la gratuité et de la maternité ont fait objet d'une réunion tenue par le ministre de la Santé et le membre de la coordination nationale de la couverture santé universelle, Emeline Benikambezio. La mise en œuvre de la politique de la gratuité de la maternité fait face à plusieurs défis malgré les différentes réalisations. C'est dans ce cadre que le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale a convoqué une réunion avec les membres de la Coordination nationale de la couverture santé universelle, le directeur du PDSS ainsi que le représentant de l'ANSCNS, de l'ACOREP, du FSS, du FPS, de l'INSP, de l'ARC-CSU et de la Banque mondiale. Hormis les défis qui s'opposent au bon déroulement de la gratuité de la maternité, cette réunion avait aussi comme objectif de tirer des leçons nécessaires pour améliorer la qualité de soins offerts à la mère et au bébé bénéficiaires du dit projet. Notez que la Banque mondiale, lors de cette réunion, réitérait son soutien au gouvernement en accompagnant ses efforts pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile et soutenir les initiatives de garantir l'accès équitable et gratuit aux soins de santé pour toutes les femmes congolaises. D'un ministère à un autre, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elébé, a remis au président de la République le spécimen de son portrait. C'était lors de l'audience lui accordée le mercredi 18 décembre 2024 à la Cité de l'Union africaine. Suivez. Le
Le nouveau portrait du chef de l'État est une œuvre d'esprit qui constitue sa représentation photographique. Un signe du pouvoir institutionnel en RDC, ce nouveau portrait du deuxième quinquennat de Félix Tshisekedi lui a été remis en main propre par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Lébé, en sa qualité de ministre des tutelles. Alors nous sommes venus pour lui remettre son portrait officiel pour la deuxième mandature et bien évidemment, nous en avons profité aussi pour parler de certains autres sujets liés à la culture. Le portrait a suivi toutes les procédures normales. C'est peut-être ça aussi qui a fait que ça a un peu traîné avant que ce portrait officiel lui soit remis. Mais maintenant, tout est fait et il a reçu officiellement son portrait officiel. Et nous, en tant que ministère de tutelle, par rapport à la création, nous avons fait donc la partie administrative, mais ce qui concerne la distribution, ça se fera par la chancellerie. Emblème iconographique du président de la République, ce portrait sera distribué par la chancellerie des ordres nationaux, conformément à la loi en cette matière. Pour la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, ce portrait sera affecté dans toutes les institutions et autres services publics, en l'occurrence les ambassades et missions diplomatiques de la RDC, des écoles de la République et autres établissements d'enseignement public et privé. D'autres sujets liés à la culture ont été également abordés au cours de cette audience. L'actualité sportive, les Léopards à Prime poursuivent leur préparation à Abidjan. Ce jeudi, la séance d'entraînement était programmée à 17h sur les terrains du lycée moderne de Cocody. L'équipe reste concentrée et déterminée dans l'optique de la rencontre de ce samedi 21 décembre à 16h face au SAO du Tchad Canton pour la manche allée des éliminatoires du CHAN 2024. Shadrach Tantachomba. Les Léopards montent en puissance dans leur préparation. Le mercredi 18 décembre, l'équipe a enchaîné 2 séances d'entraînement intensives à Abidjan, une dans la salle de gymnastique des Movenpick Hotel le matin et l'autre sur les terrains du lycée moderne de Cocody dans l'après-midi. Tous les joueurs ont répondu présents avec une détermination sans faille, l'objectif étant de peaufiner leur jeu pour aborder ces éliminatoires dans les meilleures conditions. Ce jeudi 19 décembre, les Léopards ont continué leur préparation avec une nouvelle séance d'entraînement à 17h30, toujours au lycée moderne de Cocody. L'équipe travaille avec un sérieux et une concentration pour affiner les derniers détails avant l'échéance à venir. Le grand rendez-vous est fixé pour les Léopards de la RDC le samedi 21 décembre 2024 à 16h face au SAO du Tchad. Cette rencontre va compter pour la marche allée des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2024. Poursuite du championnat de la Ligue 1 de la Lina Foot, la Rangers s'est imposée sur les Aigles du Congo sur un score d'1-0 au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Cette victoire permet aux Académiens de terminer à la 2e place de la phase allée du groupe B avec 19 points. Shadrach Tanta revient. La 12e journée du championnat national de la République démocratique du Congo, Illico Cash Ligue 1, dans le groupe B, a vu la Rangers s'imposer face aux Aigles du Congo sur la pelouse du Stade Tata Raphaël sur le score d'1-0 grâce à Shungu Manyanga à la 78e minute de jeu. Après une première période très disputée, l'Académie Club Rangers a su profiter de leur maîtrise tactique en seconde période pour inscrire l'unique but du match. Avec ces 3 points, les académiciens grimpent à la 2e place du classement général avec 19 points à égalité avec les Samouraïs, mais avec un meilleur goal average. Ils se placent ainsi derrière l'ASF Club de Kinshasa, leader incontesté jusque-là. Gagner ce genre de match, c'est un grand plaisir pour nous parce que nous avons joué face à une équipe qui est vraiment bien établie, bien organisée. On savait que sur le plan technique, ça allait être difficile pour nous. Il fallait que nous misons beaucoup plus sur le plan physique. Rangers, c'est une équipe très très puissante. Grâce à cette puissance, ça nous a aidé de résister face à cette très bonne équipe des Aigles du Congo. Et ça nous a payé parce qu'on était vraiment en place sur le plan physique. Pour les Aigles du Congo, qui avaient l'occasion de s'emparer du fauteuil des leaders, manquent leur chance et terminent cette phase allée à la 3e position. Ça s'est joué sur la finition. Après 25 minutes en première mi-temps, ça peut être 4-5-0, on ne marque pas. Sur la seule occasion qu'ils ont du match, ils marquent le but. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais félicitations à eux. Là, ils ont appliqué un bon football. Je vous avais dit que ça allait être comme ça. Ils ont réussi à nous battre, c'était bien. Tout le monde veut nous battre maintenant, on comprend. On comprend l'agent qu'ils ont, tout le monde veut nous battre. Donc
on est content de savoir qu'on dérange. La phase retour s'annonce palpitante avec une lutte acharnée pour la qualification au play-off. Vous avez corrigé avec moi que la rencontre a plutôt eu lieu au stade Tata Raphaël de Kinshasa et en international. Pour terminer, au Nigeria, plusieurs enfants ont trouvé la mort dans un mouvement de foule. Le mercredi 18 décembre 2024, c'était lors d'une fête foraine. Dans la partie sud-ouest du Nigeria, des sanctions sont annoncées par le gouvernement. Suivez. C'est au lycée islamique de Bossorum, un état du sud du pays, que cette fête foraine a eu lieu dans une grande bousculade. Cet événement devrait accueillir plus de 5000 jeunes. Pour les autorités, il s'agit du laxisme face aux mesures de sécurité de la part des organisateurs. Il est impossible qu'une personne saine d'esprit organise un événement de cette nature sans impliquer l'appareil de sécurité. Je veux dire que si les gens sont sains d'esprit et conscients de ce qui se passe autour d'eux, vous ne pouvez pas entasser 10 000 personnes, des enfants de surcroît, dans un endroit et vous attendre à ce qu'ils se comportent normalement. Il faut être stupide pour penser de la sorte. Nous ne disculpons donc personne qui soit lié à l'organisation de l'événement. Mais le gouvernement attend le rapport de l'agence de sécurité. Des enfants blessés admis dans des hôpitaux locaux avec une vérification de ceux qui manquent à l'appel. Pour l'heure, une enquête a été ouverte sur les causes de cette bousculade. C'était là le grand ligne de l'actualité de ce jour. On prend les rappels de grands titres avant de se quitter. Appel à une manifestation contre l'éventuelle révision de la Constitution jugée menaçante par une quinzaine de partis politiques. Dans une lettre adressée au VPN de l'Intérieur ce jeudi 19 décembre, ces partis demandent un encadrement légal lors de leur manifestation. Dans une lettre signée et publiée ce jeudi 19 décembre, les coordinations provinciales, territoriales et urbaines de la société civile du Nord Kivu appellent la communauté internationale à imposer les sanctions ciblées contre le Rwanda. Ce journal est terminé, Madame, Messieurs. Merci de votre attention soutenue. On se retrouve demain, toujours sur Vert Pâturage Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et bonsoir chez vous.